Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle conférence sur Conferencia. Ce soir, Paulina vous propose de partir à la découverte des relations entre peinture et poésie. Paulina est docteure en sciences historiques et sociologiques, diplômée de l'École pratique des hautes études. Elle est spécialisée dans les liens entre les arts, notamment peinture, littérature et cinéma. Je lui laisse maintenant la parole et je vous souhaite à tous une très belle conférence. Donc bonsoir, merci beaucoup à Julie pour la présentation et pour m'avoir accueilli ce soir avec vous. Ça me fait très plaisir que même à distance, je vois des messages filer dans les chats qui me disent qu'on a des auditeurs de Montréal, de la mer de Noire, du Brésil, un peu partout de la France. Donc ça fait vraiment plaisir de voir un intérêt pour la culture et dans notre cas pour ce qui sont les relations entre disciplines. Donc j'en viens tout de suite au vif du sujet de cette conférence, les temps courts. Et nous avons beaucoup de choses à dire en fait. Donc les relations entre peinture et poésie traversent l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des peintures inspirées par la littérature, des poèmes qui font la description d'une peinture. Mais ce qui aujourd'hui va nous intéresser est en fait cette formule, la formule latine ut pictura poesis, qui est une formule ancienne qui a été formulée notamment par Horace dans l'art poétique, très bref, un extrait comme la peinture, la poésie, et qui est devenu un paradigme assez important de ce qui est la peinture de la Renaissance. Donc en fait, nous allons nous interroger sur le foisonnement des arts, sur la peinture comme art qui peut inspirer la poésie, vice-versa, mais surtout comment les théoriciens et les peintres de la Renaissance se sont inspirés de cette simple formule, l'ont élaborée à leur façon et ont donné naissance à des chefs-d'œuvre à partir des textes littéraires. Donc d'abord, petite anecdote, ut pictura poesis, comme la peinture, la poésie, à la Renaissance, c'est un concept qui est retravaillé par un très grand nombre de théoriciens, mais en fait, à la base, c'est un concept qui veut dire tout à fait autre chose. Donc nous commençons cette conférence à partir d'une ambiguïté et à partir aussi d'une contradiction. Donc on peut dire que 3 siècles de peinture, depuis, 1400 et jusqu'à 1700, se sont fondés sur une mauvaise interprétation de ces passages, de l'art poétique d'Horace. Ce n'est pas grave en fait, parce que les chefs-d'œuvre ont de toute manière, fleuri, on peut dire comme ça, et c'est connu dans l'histoire, des idées, notamment, des, mauvaises interprétations, même des mauvaises interprétations de la Bible ont été très récurrentes. Mais c'est vrai que c'est assez cocasse et étonnant comment une petite formule a pu ensuite créer un rayonnement aussi vaste, et un foisonnement aussi important qui a perduré pendant des siècles. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Horace? Et comment cette formule ensuite a été retranscrite et retravaillée lors de la Renaissance. Donc, un poème est comme un tableau. Tel plaira à être vu de près, tel autre à être regardé de loin. L'un demande les demi-jours, l'autre la pleine lumière, sans avoir à redouter la pénétration du critique. L'un plaît une fois, l'autre 100 fois exposé, pleura toujours. Donc en fait, Horace nous parle de la poésie, nous parle d'un poème et il nous dit, voilà, vous devez regarder, vous devez lire un poème comme vous regardez un tableau. Il y a des poèmes qu'il faut lire d'une certaine manière, donc les regarder de plus près, d'autres comme des tableaux, il faut les voir de loin, les poèmes, il faut les lire aussi de loin, et ainsi de suite. Donc il s'agit vraiment de l'interprétation de poèmes. Sauf que à la Renaissance, cette formule est renversée et devient un tableau comme un poème. Donc tout à fait l'opposé. Et en fait, un très grand nombre de théoriciens commencent à conseiller aux, aux peintres de
faire la composition de leur peinture comme s'ils faisaient un poème. Cette formule a eu un large succès en se fondant aussi sur une autre formule très célèbre qui a été citée par Plutarque. Plutarque l'a reportée des Simonides de Chéos. La poésie est une peinture parlante, la peinture est une poésie muette. Donc, avant de nous focaliser sur un nombre de tableaux que nous allons examiner à partir des textes littéraires, dont nous allons essayer de lire aussi l'énigme cachée dans ces tableaux à partir des textes littéraires, je veux d'abord passer à vous expliquer ce qui sont ces liens par rapport à la rhétorique. En fait, toute la Renaissance va essayer de fonder un tissu artistique avec de la théorie qui va essayer de valoriser, si comme ça on peut dire, l'œuvre d'art. Donc, tout au long de l'histoire et de la tradition littéraire, nous trouvons des descriptions, entre guillemets, d'œuvres d'art. C'est ce qu'en rhétorique, on appelle des ekphrasis. Donc, ekphrasis, c'est les mots grecs qu'on utilise pour parler d'une description d'une œuvre d'art. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les mérites de qu'est-ce que c'est une œuvre d'art lors de l'Antiquité. C'est sûr qu'on ne considère pas l'œuvre d'art aujourd'hui comme on l'a considéré à l'époque. Disons que lors de l'Antiquité, une œuvre d'art pouvait être, ici on a le cas de Bouclier d'Achille, qui est considéré parmi la première ekphrasis de l'histoire littéraire. Donc Homère nous offre sa première ekphrasis. Mais œuvre d'art pouvait être considérée une œuvre d'art de sculpture, de peinture. En fait, c'était plutôt de l'artisanat. Mais j'en passe aujourd'hui sur cette question qui est effectivement une question assez difficile à définir et je m'arrête surtout sur la définition de l'ekphrasis. Donc l'ekphrasis est un discours qui fait le tour de l'objet montré en le mettant visiblement sous les yeux. L'ekphrasis peut être des personnages, des faits, des lieux, des moments. Donc vous voyez, c'est une palette assez large qui ne se renferme pas que, soi-disant, à la peinture ou à la sculpture. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la première ekphrasis que nous avons de l'histoire concerne les boucliers d'Achille qui servent justement aux guerriers pour faire la guerre. Et donc, ces boucliers est décrit, c'est ce qu'on appelle une description homérique, parce que c'est une description en cours de route. Ce n'est pas une description qui s'arrête à regarder l'objet, mais qui nous montre le moment même où l'objet est façonné. Donc, c'est vraiment aussi de la narration, parce qu'on est en pleine action. Les écrivains ont toujours peur de la description, parce que la description, c'était un arrêt brusque qui nous ennuie en quelque sorte. On dit que le lecteur a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, de l'action, etc. Donc, vous voyez, dans ces cas-là, c'est vraiment une description narrativisée, entre guillemets, qui nous montre la personne qui est en train de fabriquer les boucliers d'Achille. C'est une très belle description où nous voyons Vulcan. Vulcan qui, dans la mythologie grecque, est appelé Héphaïstos et qui est le dieu, entre guillemets, de l'artisanat. Et alors, il commence donc par fabriquer un bouclier, et je lis la citation, grand et fort. Il figure la terre, les ciels, la mer, le soleil infatigable et la lune en son plein, ainsi que tous les astres dont le ciel se couronne, les Pléiades, les Hyades, la force d'Orion, l'ours à laquelle on donne les noms des chariots, qui tournent sur place en servant Orion, et qui seul ne se baigne jamais dans les eaux d'océan. Il y figure aussi des cités humaines, deux belles cités. Dans l'une, ce sont des noces, des festins. Des épousées, au sortir de leur chambre, sont menées par la ville à la clarté des torches, et sur leurs pas s'élèvent innombrables les chants d'Hyménée. Des jeunes danseurs tournent et au milieu d'eux, flûtes et cithars font entendre leur accent. Et ainsi de suite. Je ne vais pas lire toute la citation. Ici, je vous ai sorti un extrait mais en fait, ça fait plusieurs pages. Donc, vous voyez, c'est une description incroyable. On se demande comment Vulcan et Phaïssos a pu représenter tout ce nombre d'événements, la création d'un monde sur un bouclier. Donc, bien évidemment, il y a une rivalisation. C'est le créateur qui se veut vraiment créateur, qui avec ses mots, avec ses mains, avec son esprit, arrive à recréer un monde. Donc, il y a une véritable compétition divine, on va dire comme ça.
cette fureur divine qui va être très à la mode justement si à la Renaissance. Mais arrêtons-nous, en dehors aussi de ce qui est ces passages homériques, sur la figure de l'artiste, sur la figure de l'artisan, sur la figure des volcans. C'est une figure très importante du point de vue mythologique parce que justement, elle incarne, c'est les reflets, les miroirs du créateur, celui qui est en train de créer une œuvre d'art. Je vous montre ici maintenant, et on va commencer aussi par rentrer dans les vifs du sujet par rapport à ce qui sont les liens entre peinture et poésie, ou représentation. Cette représentation, c'est Francesco del Costa. Francesco del Costa est un peintre qui appartient à l'école de Ferrare. L'école de Ferrare, c'est une parmi des innombrables écoles de la Renaissance italienne. Vous savez, l'Italie, au XVe siècle, était divisée par des cours et il y avait des influences différentes, des seigneurs différents qui réagissaient et qui dominaient la ville. Or, c'était un moment très particulier et très intéressant du point de vue de la circulation des idées, des tableaux, de l'innovation, de l'art et ainsi de suite. C'était un moment de continuité aussi, de rupture par rapport à ce qui était le Moyen Âge. Et c'est un moment qui va créer des programmes iconographiques très importants. On parle aujourd'hui souvent d'iconosphère et c'est un mot que je vous demande de retenir parce que c'est un mot sur lequel je vais revenir très, très souvent. L'iconosphère, on peut la traduire par la circulation des images dans le monde occidental, dans l'Europe occidentale, parce qu'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la Renaissance. Mais vous allez voir qu'on va aussi un peu en sortir de ce monde occidental parce que les influences sont vraiment nombreuses. Et en fait, je commence par ce premier tableau qui fait partie d'un cycle plus vaste. C'est le cycle qui s'appelle Les Salons des Mois, il Salone dei Mesi, qui a été fait à Ferrare autour de 1468-1470 par Borso d'Este qui était à l'époque le seigneur de Ferrare, dans ce qu'il appelait une délice, una delizia, qui s'appelle schifanoia. Schifar la noia veut dire chasser la nuit. Donc vous voyez, ces tableaux est un tableau, est une peinture qui résume la toute-puissance des volcans. Ces mythes qui résument aussi la création, l'artisan. Alors, qui était Vulcan? Vulcan, dans la mythologie grecque, était les maris de Vénus. C'est un peu, c'est un peu un paradoxe en fait. C'est un peu un paradoxe dans la mesure où Vulcan était très laid, il était boiteux, il marchait mal et il a été chassé de l'Olympe justement par ses côtés laids, pas agréables. Il était trompé constamment par Vénus et il avait son atelier, il a été élevé par des singes et il avait son atelier, donc ici vous le voyez à l'intérieur de son atelier où il faisait ses œuvres d'art et où justement il est en train de faire son bouclier. En train de faire son bouclier. Du bouclier, il y a plusieurs versions. Il y a la version homérique et puis il y a aussi Virgile qui, à l'intérieur de l'Énéide, autre texte fondateur de l'Antiquité gréco-latine, notamment latine, parce qu'il y a les fondements de Rome qui sont décrits chez l'Énéide de Virgile. Donc ici, l'épisode que vous voyez reprend justement l'Énéide de Virgile avec la fondation de Rome. Il est en train de faire ses boucliers, entouré par les cyclopes, les hommes qui avaient juste un œil en fait au milieu. Avec ces corps, ce sont des corps, on a l'impression qu'ils sont sculptés. La particularité de ces tableaux, c'est justement les coloristes qui sont assez forts, avec ces teintes brun, marron, avec cet arc à l'ancienne comme décor. Et puis, vous voyez la référence sur la droite, je vous le montre avec les curseurs ici, vous avez la louve en fait. C'est la louve de la fondation de Rome. Et donc, Vulcan est en train de sculpter en quelque sorte ce que Virgile a raconté chez l'Énéide. Donc, voici, maintenant je vous montre ce qui est les salons des mois en question, il Salone dei Mesi. Donc,
vous voyez, c'est exceptionnel. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous encourage. Parce que là, vraiment, nous sommes face à une fresque incroyable qui déploie tout, tout l'art de la Renaissance et aussi tous les savoir-faire iconographiques qui est propre de la période. Je veux commencer avec cet exemple qui est peut-être un exemple moins connu. Tout à l'heure, nous allons aussi aller vers des choses qui sont plus connues, comme Botticelli, comme Velázquez, comme Rubens. C'est vrai que là, nous sommes face à quelque chose d'un peu plus particulier, magique, et vous allez comprendre aussi pourquoi. Alors, cette fresque se trouve, comme je vous disais, à Ferrare. Ça mérite vraiment les détours. C'est une fresque moins connue parce que pendant très longtemps, on a fait l'éloge de Florence, de la famille des Médicis, aussi à cause de Vasari, première, entre guillemets, historien de l'art, qui était justement très lié aux Médicis. Lui aussi, il était basé à Florence, en Toscane. Donc, effectivement, ce qui a été cette renaissance plus gothique, un peu plus liée aussi au Moyen Âge, est passé un peu inaperçu par les historiens de l'art, d'autant plus que, figurez-vous, que ces fresques, pendant très longtemps, ont été abîmés, ont été recouverts et qu'à l'intérieur de ces palais, de cette délice, il y avait une entreprise, une fabrique de tabac. Donc, vous voyez les paradoxes, en fait. Cela est dû au fait que Ferrare a été pendant très longtemps régi par la famille Est, et puis entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, elle est passée à l'Église, au pontificat. Et à partir du moment où c'est le pontificat qui a commencé à régir la ville de Ferrare, en fait, malheureusement, ils ont voulu tout effacer de ce qui était la mémoire, l'héritage culturel, artistique de la famille d'Est, et notamment aussi ce qui était les délices si on les appelle comme ça. Donc ces lieux, en fait, c'était des lieux de détente, un peu en dehors du centre de la ville, où les seigneurs allaient pour se reposer, pour s'amuser, pour faire des fêtes, mais aussi pour se rencontrer avec d'autres seigneurs. Donc c'était aussi les moments de rencontres politiques assez importantes, en fait. Donc, vous voyez, c'est splendide. Ça a été redécouvert à la fin du 19e siècle et depuis beaucoup d'historiens de l'art se sont penchés dessus parce que vous voyez, il y a trois lignes, on va dire comme ça. Alors, je vous montre. Donc, vous voyez, sur la partie à gauche, vous avez une division en trois parties. Donc, une première, il y a un sujet mythologique. Une deuxième, il y a je vais maintenant rentrer dans les détails pour vous expliquer aussi pourquoi je m'arrête en passant des volcans qui a été mon point de liaison, mon point rouge en fait, pourquoi je m'arrête sur ces fresques. Donc vous avez trois parties. Une première mythologique, une deuxième astrologique et une troisième sociale, entre guillemets, qui nous montre la vie quotidienne du Seigneur Borso d'Este en fonction, tout est lié en fait. Alors sur ce fresque, les historiens de l'art ont énormément écrit parce qu'effectivement, on s'est interrogé pourquoi. Qui a imaginé, a créé ces programmes iconographiques et qu'est-ce que veulent dire toutes ces images mises ensemble? Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a une écriture? Comment il faut les lire? Alors, cela aussi est très important pour ce qui est les débats justement entre peinture et poésie, notamment lors de la Renaissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus habitués à nous poser cette question de la lecture d'un tableau. Nous pensons qu'un tableau, il faut vraiment les voir, seulement les voir et rien d'autre. Tandis qu'en réalité, à la Renaissance, les tableaux, c'était aussi des énigmes. Il fallait les lire, savoir les interpréter. Et il y avait plusieurs possibilités d'interprétation en fonction aussi
de notre propre de la culture de la personne qui regardait les tableaux. Donc, c'était des tableaux, des fresques, des œuvres d'art qui étaient faites à plusieurs niveaux en fonction de la connaissance. Il devait y avoir un niveau immédiat, accessible à tout le monde, donc la contemplation d'un événement, de la beauté d'une figure, et puis la possibilité de monter dans l'interprétation, dans le degré, d'ouvrir en quelque sorte cette énigme. La connaissance des textes littéraires, philosophiques, était fondamentale de ce point de vue, était très importante. Parce que cela permettait en fait de rentrer dans les tissus, et le mot tissu est un mot qui va revenir, vous allez le voir tout au long de cette conférence et de cette réflexion sur ce qui sont les liens entre peinture et poésie, parce qu'il s'agit vraiment de tisser un tissu de renvoi, des liens, une sorte d'hypertexte entre les images. Déjà ici, on a un exemple qui est vraiment extraordinaire. C'est un exemple extraordinaire par ce qui est déjà le programme iconographique. Donc, pour en revenir sur l'image que vous voyez ici, donc nous avons conservé de ce qui est cette vaste fresque, seulement 7 des 12 mois qui étaient représentés sur la salle, en fait sur les murs. Et donc vous voyez, vous avez 3 parties différentes. Dans la première partie, donc c'est immense, il faut vraiment aller les voir parce que c'est impressionnant. Dans la première partie, nous avons une scène mythologique. Dans la deuxième partie, vous avez en revanche une partie astrologique. Et dans la troisième partie, vous avez ce qui sont les scènes du quotidien du Seigneur. Alors, les premiers historiens de l'art qui a compris ces programmes iconographiques, qu'est-ce qu'ils voulaient dire ces programmes iconographiques a été Aby Warburg. Aby Warburg est un historien de l'art très intéressant, un homme illuminé qui a beaucoup influencé l'histoire de l'art. Pour les spécialistes, c'est un homme très connu. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'histoire de l'art, je vous conseille vivement de vous acheter des livres d'Aby Warburg parce c'est un homme et une plume très intéressante. Et donc, dans sa conférence qu'il faisait à Rome en 1912, donc vous voyez, ça date déjà depuis un siècle. Depuis un siècle, Aby Warburg nous a donné sa contribution, et pourtant jusqu'à aujourd'hui, sa contribution pour ce qui concerne l'iconographie de la Renaissance n'a pas été encore dépassée, on peut dire comme ça. Donc, Aby Warburg nous a expliqué ces programmes à travers l'astrologie. Et donc, sur les trois, en fait, ces trois parties de la même fresque nous parlent en quelque sorte d'un programme astrologique des planètes. Donc, si nous avons un salon des mois qui est divisé entre 12 mois, ici c'est les mois notamment de mars, donc c'est les premiers mois qu'on a à disposition vu que janvier et février sont malheureusement abîmés. Donc nous avons les mois de mars. Dans les mois de mars, dans la première partie, dans la partie supérieure, nous avons la partie mythologique qui est consacrée à la déesse Pallas. La déesse Pallas, ou Athènes, en latin, c'est la déesse de l'activité manuelle, on va dire comme ça, de l'agriculture, du tissage aussi. Donc, vous voyez sur la droite, en fait, du tableau ici, il y a des femmes qui sont en train de tisser des toiles. Puis, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle les décans, i decani. Donc les décans, ce sont des figures, entre guillemets, démoniaques qui influencent les planètes. Ce sont des figures qui viennent de ce qui était l'astrologie égyptienne. Et dans les cas justement de cette fresque, Aby Warburg a justement expliqué comment la personne qui a créé ces projets iconographiques avait à l'appui un texte spécifique. Ces textes spécifiques étaient notamment les textes en latin de l'astrologue arabe Al-Boumazar, qui avait énormément influencé l'astrologie,
la pensée astrologique à l'époque du Moyen Âge et aussi de la Renaissance, mais aussi les poètes latins Manilio, qui était parmi une des grandes références. Autre question intéressante qui nous permet de voir avec des yeux qui ne sont pas les yeux de la modernité, mais qui sont des yeux entre guillemets à l'ancienne, c'est que vous voyez la différence entre poète et astrologue était moindre et que souvent les poètes aussi étaient aussi des astrologues et que les astrologues étaient aussi des astronomes, des personnes qui regardaient le ciel, qui se demandaient en quelque sorte l'origine du monde, des astres, les liens entre le monde terrestre et le monde céleste, et bien évidemment aussi la question religieuse qui va se poser beaucoup à la Renaissance. À la Renaissance, on est en plein redécouvert d'un certain nombre de textes anciens, gréco-latins, et on essaye de trouver une synthèse en fait entre la vue, la vision que les anciens avaient du monde avec la vision chrétienne. Donc, on est vraiment dans un moment particulier qui cherche à faire une synthèse et qui va aboutir ensuite au XVIIe siècle et XVIIIe siècle avec une volonté impressionnante pour essayer de faire confluer toute cette connaissance dans ce qui est l'encyclopédie, dans ce qui est cette vaste volonté, en fait, ensuite de mettre ensemble les connaissances dans l'encyclopédie. Donc, vous voyez ici quelques images, 3 panneaux, 3 fresques, et en fait, derrière, il y a tout un monde qu'il faut savoir lire et qu'il faut comprendre. Il y a tout un monde qui cherche à donner aussi un schéma, une importance à ce qu'est la poésie, une importance iconographique à ce qu'est la poésie, à ce qu'est l'astrologie et à ce qu'est l'astronomie. En fait, derrière ces programmes iconographiques, nous avons découvert depuis qui s'est caché un littéraire qui s'appelait Pellegrino Prisciani. Pellegrino Prisciani était le conseiller du duc Borso d'Este, le bibliothécaire, et était aussi celui qui a donné la consigne aux peintres de l'école de Ferrare pour faire cette vaste fresque en disant exactement ce qu'il fallait peindre et pourquoi. Malheureusement, aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, ce sont juste des reconstitutions et des interprétations. Donc, malheureusement, il y a très peu d'éléments certains, on va dire comme ça. Vous voyez aussi ici dans ce qui est la reconstitution justement visuelle de ces programmes iconographiques. Donc, on a des sphères. Parce que si vous avez vu la salle, en fait, la salle est circulaire et donc il faut la lire de manière circulaire, comme si on était à l'intérieur d'une sphère. Et en fait, tous ces traités d'astrologie, mais je répète, les frontières entre astrologie, poésie et astronomie ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, dans tous ces traités, à gauche, vous avez la reconstitution, c'est le dessin de Aby Warburg fait par sa femme, en fait, où il fait la reconstitution des mois. D'un côté, à chaque mois correspondait la divinité protectrice, qui était aussi la planète protectrice du mois, et puis les décans. Les décans sont ces figures qui venaient de l'astrologie égyptienne et qui ont en quelque sorte conflué dans ce qui est la pensée occidentale, qui a résumé en quelque sorte la pensée perse avec la pensée égyptienne, avec la pensée grecque. Donc c'est une synthèse incroyable, impressionnante. Avec à côté, vous avez la Tabula Bianchini. Là, c'est un dessin qui a été fait au XIIe siècle après Jésus-Christ, qui est conservé aujourd'hui à Paris, et qui montre de même cette volonté, en quelque sorte, de trouver une synthèse, de faire une synthèse entre ce qui sont les savoirs occidentaux et les savoirs orientaux pour ce qui concerne l'astrologie, l'astronomie. Donc, comme je vous disais, cette façon de regarder les étoiles et de comprendre leur influence et les planètes sur les hommes était fondamentale. À titre d'exemple, Pellegrino Presciani, qui était justement le conseiller du duc, tous les jours allait faire une lecture en quelque sorte de ce qui était l'influence des étoiles et allait lui dire comment s'habiller en fonction de cette influence.
Autre anecdote, on va dire comme ça, il y a des cas où des seigneurs ont changé la date de naissance parce que les jours où ils étaient nés ne correspondaient pas à un jour propice à la naissance en fonction justement des conseils astrologiques de leurs conseillers. Ces astrologues, pour faire la lecture de ce qui était les moments propices ou pas propices, utilisaient ces types de sphères. Donc vous voyez, tout se résume à l'intérieur de ces sphères avec les planètes, avec les décans qui influençaient justement par rapport au mois, au jour et à la saison. Nous avons ici les cas d'avril. Donc, si on va lire maintenant ensemble ce qui est cette fresque en fonction des connaissances que nous avons commencé à acquérir, nous avons dans la partie supérieure la planète Vénus. Donc, vous retrouvez ici Vénus, qui est représentée avec ce qui sont ses traits courantes, à savoir, elle a ici un cercle de fleurs roses et blanches. Dans l'image suivante, je vais vous montrer aussi une reproduction où vous pouvez la voir de plus près, mais pour l'instant, je me limite à une introduction, en fait, en première lecture. Donc, vous avez la planète Vénus, puis, si vous descendez, c'est les taureaux, les signes zodiacales, parce qu'on est en avril, et avril, arrivent les mois qui annonce taureau. Et puis en bas, vous avez la vie de tous les jours et comment la planète et les signes astrologiques influencent ce qui est cette partie-là, où on voit les ducs. Alors, le duc, il est là, en fait, le duc Borso d'Este, qui se prépare avec ses conseillers, avec ses intellectuels, avec les gens de l'université de Ferrare, qui se prépare à la chasse, avec tout ce qui est, c'est une magnifique fresque en fait sociale de ce qui est la vie à Ferrare. Vous pouvez voir ici, donc ça, ce sont des tables astrologiques. Vous voyez comment elles sont réparties en trois, justement. Ça, ici, vous avez la table astrologique avec les trois décans, dont notamment les décans du bélier que nous avons vus dans les premiers mois. Et si nous descendons, vous avez ici, ça c'est les palios. Je vous montre, voilà. Alors, vous voyez ici, cette petite partie-là, c'est les palios di San Giorgio. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la partie supérieure, Vénus, influence la partie centrale, les décans avec les signes astrologiques, qui influence ce qui est la saison. La bonne saison pour la chasse, la bonne saison pour la vendange, la bonne saison pour la récolte, et ainsi de suite. Donc ici, c'est la représentation du Palio. Le Palio, c'est un événement très célèbre. Il y en a encore aujourd'hui, par ailleurs en Italie. Donc celui de Ferrare, par exemple, c'est une grande fête annuelle, c'est une sorte de marathon, on va dire comme ça, où tout le monde peut courir, où on peut gagner. Alors, je crois que les premiers prix, c'était un tissu, une sorte de reconnaissance, puis les deuxièmes, c'était des poules, et les troisièmes, c'était de la porchetta, donc c'est assez cocasse, vous voyez, mais en tout cas, c'est une compétition festive, et donc vous avez ici dans les palio des gens qui sont en train de courir, puis des gens qui sont en train d'aller avec les chevaux. Donc ça, on a vraiment trois niveaux, avec les premiers niveaux mythologiques, le deuxième niveau astrologique et le troisième niveau qui est par contre celui de la vie des Borso de Duc. Donc c'est une manière de montrer l'importance aussi de ces seigneurs en fait. Et ici, vous avez en revanche la partie supérieure. Donc la partie supérieure est une partie aussi assez importante. Nous allons y revenir tout au long en fait de cette conférence parce que ça représente Vénus. Alors Vénus, déesse païenne, déesse de l'amour, déesse de l'érotisme. On la voit, alors ici, les détails, on ne les voit pas bien, mais il y a Cupidon, son fils, qui est représenté en train de tirer une flèche sur des amants
Monroe, donc ce sont les traits en fait de reconnaissance de Vénus. Puis nous avons ici les trois grâces qui de même accompagnent la représentation de la déesse de l'amour. Et puis ici nous avons des personnages qui sont probablement des nobles de la cour des Ferrare et qui sont représentés dans une attitude amoureuse, on va dire comme ça. L'effet de représenter Vénus sur un char de manière triomphale est allié aussi à une tradition littéraire. Donc, vous voyez, nous rentrons dans le vif du sujet aussi de ce qui est la question de la reprise de la poésie de la part de la peinture. Et après, nous allons aussi nous interroger sur pourquoi il y a eu cette nécessité, ces besoins en fait de reprendre la poésie de la peinture. En quoi les peintres avaient besoin de s'en inspirer et en quoi, à quelle cause en fait la peinture aspirée, on va dire comme ça. Donc ici, nous avons Vénus, Vénus qui est très souvent citée dans ce qui est la littérature ancienne, la littérature gréco-romaine. Vous trouvez des citations dans ce qui et bien évidemment les grands chefs-d'œuvre d'Homère, l'Odyssée et l'Iliade. Et puis, parmi les œuvres qui ont énormément influencé la peinture de la Renaissance, il y a les Métamorphoses du poète latin Ovide. Et c'est un livre qui a énormément influencé la représentation picturale et notamment aussi la représentation des Vénus. Alors, les problèmes, c'est que nous sommes en Occident, nous sommes en Europe, nous sommes en Italie, il y a la papauté et Vénus est une déesse païenne. Alors, Francesco Petrarca, dans les Trionfi, c'est qui est un poème du Moyen Âge, fin Moyen Âge, début Renaissance italienne, déjà faisait les portraits, représentait Vénus dans ce qui est sa splendeur, justement magnifique des femmes, et avec un tribut poétique des ces déesses. Mais c'est surtout la Renaissance, avec un très grand nombre de représentations de Vénus, qui va exploiter cette figure avec une philosophie assez particulière qui s'inspire notamment des textes philosophiques de Platon et des textes poétiques comme les Métamorphoses des Ovide. Donc ici, vous avez des textes plus anciens de la Renaissance qui nous montrent déjà une représentation de Vénus et qui vont nous être utiles pour l'étude de ce qui va être la prochaine œuvre d'art que nous allons analyser ensemble. C'est la Vénus de Botticelli, œuvre d'art qui est très connue, mais que nous allons lire aujourd'hui ensemble du point de vue du spectre justement poétique et non pas seulement pictural et iconographique. Donc ici, vous avez des textes qui font déjà les portraits de Vénus qui naît des eaux. Cela fait partie d'une des traditions qui nous parlent justement de la naissance des Vénus. Donc à droite, en revanche, vous avez la Vénus en miniature des Ovides moralisés. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un grand problème moral des coutumes, justement, c'est la nudité des Vénus. Et c'est assez intéressant que déjà dans cette miniature du XIVe siècle, on a cette Vénus qui sort des eaux qui est toute nue, qui sort d'un lac toute nue. Avec, vous voyez, sur ici, c'est Cupidon. Et ici, ce sont les trois grâces. Donc, pour terminer avec les palais de Schifano et passer justement au prochain tableau, vous avez ici encore la magnifique fresque de mois de septembre qui a été faite en revanche par Ercole de Roberti, qui est assez extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'il avance un peu ce qui va devenir un style même un peu cubiste pour ce qui concerne la forme, les côtés nerveux. Il n'y a pas encore d'harmonie
des symétries. Il n'y a pas les traits fins qu'on peut retrouver à Florence, pas du tout. C'est un trait beaucoup plus guerrier, charnu, vraiment incroyable. Et donc, vous voyez, pour terminer dans ce qui est cette boucle, on va dire comme ça, d'explication, vous voyez ce qui est notre point de départ, c'est-à-dire Vulcan. Vulcan, les dieux de l'art, en quelque sorte, l'artisan. Alors, pourquoi justement les artistes ont besoin de la poésie? Il y avait à l'époque un grand problème, c'était le problème du statut de l'artiste, dans la mesure où les poètes étaient considérés des hommes supérieurs parce qu'ils faisaient un travail d'esprit, tandis que les artistes étaient considérés des 12e rang, des artisans justement, on les appelait pas artistes, mais des artisans, parce qu'ils faisaient un travail manuel. Et donc vous voyez aussi Vulcan, il est en italien, on dirait rozzo, il est un peu vulgaire, il est chassé justement de l'Olympe parce qu'il est laid, parce qu'il marche mal. Grand paradoxe, c'est le mari de Vénus. Et en même temps, il est tout le temps trompé par Vénus, qui justement le trompe avec un autre dieu, c'est Mars, le dieu de la guerre, et le dieu du soleil. Et donc, vous voyez, les artistes étaient reflétés en quelque sorte leur position dans la position de ces pauvres volcans et essayer de tout faire pour rehausser en quelque sorte ce qui était leur statut. Il y avait bien évidemment une question économique, dont je ne vais pas rentrer aujourd'hui parce que c'est une question qui est assez longue et qui voit en quelque sorte ce qui est les côtés, l'explosion monétaire, budgétaire du marché de l'art. Il s'agissait de se faire payer plus. Et à partir du moment où ils faisaient un travail manuel, ils n'avaient pas la reconnaissance qu'ils voulaient. Et donc, petit à petit, dans ce qui va devenir un vrai combat en fait de reconnaissance et de passage entre l'artisan et l'artiste, ils vont s'appuyer notamment sur les textes littéraires pour revendiquer leur création artistique et pour dire, vous voyez, nous sommes à la hauteur de la poésie. Et non seulement, et on va y arriver à la fin, donc je ne vais pas tout dévoiler, mais nous sommes même à un degré plus haut de la poésie. On va voir qui va oser défier en quelque sorte, lors de la Renaissance, la poésie qui était considérée parmi les arts de l'esprit et non pas vulgairement, de manière vulgaire, un art manuel. Donc, on est dans un moment, en quelque sorte, aussi de compétition entre les arts, où les peintres se réfèrent à la poésie pour créer leur projet iconographique, mais attention, derrière, il y a aussi une pensée. Premièrement, comment hausser les statuts du peintre. Deuxièmement, comment dépasser les travaux de poète par la peinture. Donc, nous sommes maintenant en plein corps de la Renaissance. Nous avons commencé par la Renaissance, par l'école du Nord, on va dire comme ça, l'école de Ferrare, qui était un sujet moins connu, mais fort intéressant parce que c'était un cours très actif du point de vue du mécénat et du point de vue de la création artistique, intellectuelle, culturelle, astrologique, astronomie. Donc, il y avait un vrai bouillonnement, on va dire comme ça, d'idées, d'esprits qui partageaient les idées, les conquêtes en quelque sorte de la connaissance. Nous passons maintenant à ce qui est la Florence médicène, avec toujours à l'esprit ces côtés que tout à l'heure j'avais appelé iconosphère. Donc cette circulation des idées, qui est une circulation des idées, qui est une circulation des images, mais qui est aussi une circulation des textes. Donc ici, à nouveau, je reprends Abby Warburg dans ce qui est un de ses travaux les plus mystérieux, les plus énigmatiques, c'est l'Atlas mnémosiné. C'est une série d'images qu'il a essayé de classer, c'est en quelque sorte un livre d'images
qu'il a essayé de classer non pas à travers des textes, mais à travers des figures autour des sujets. Et, euh, et je m'arrête sur les fils de la planète Vénus, qui est une ophore que vous voyez ici sur la droite, qui est un extrait en fait que vous trouvez ici, représenté ici, dans ce qui est ce vaste panneau qu'il a dédié à Botticelli. Donc ici, vous avez les fils de la planète Vénus. C'est un extrait du Calendario Baldini. C'est un calendrier qui fait partie des œuvres de référence qui ont été utilisées aussi pour créer les projets iconographiques des Ferrare, du Salon des Mois, par rapport à ce qui est ces concepts dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette relation entre mythologie, signes astrologiques et fresque sociale à la fin. Donc Botticelli était de même imbibé, on peut dire comme ça, de ce qui étaient des concepts astrologiques. Apparemment, cette offre est fait partie de ce qui sont ses œuvres de jeunesse. Et il y a un certain nombre d'historiens de l'art qui pensent que ces travaux de jeunesse a conflué aussi en quelque sorte dans ce qui est les magnifiques chefs-d'œuvre que tout le monde connaît, qui est la naissance de Vénus. Donc la naissance de Vénus est un tableau qui a été fait à Florence en 1484 et qui lui a été commissionné par Laurent de Médicis. Laurent de Médicis, qui était à l'époque seigneur de Florence après la mort de son frère Julien, et qui était un grand humaniste, dans la mesure où il écrivait aussi des poèmes, de la poésie, qu'il a fait venir beaucoup d'artistes à sa cour, qu'il a créé son université, l'Académie, et ainsi de suite. Et donc, il lui a commissionné aussi une série de tableaux mythologiques. Alors là, nous sommes face à toute une série d'éléments vraiment incroyables. Alors, déjà, vous avez ici, petite particularité, une femme qui est nue. Sachez qu'il s'agit de première nue de l'histoire de l'art par rapport à la Renaissance d'une déesse. Il y a un nu qu'on pourrait trouver avant, en fait, c'est Ève, mais Ève qui était toujours représentée comme personne qui était chassée du paradis. Donc, en quelque sorte, Ève n'avait pas un bon rôle, on peut dire comme ça, dans l'œuvre des peintres et dans l'histoire de l'art de l'époque. Donc déjà, vous voyez, on est dans un moment particulier pour ce qui est les tourbillons en fait de la pensée qui passent de la pensée ancienne à la pensée chrétienne. En fait, nous sommes aussi dans un moment intellectuel qui est en train de redécouvrir ce qui sont les anciens textes, Platon notamment. Donc, on est dans une époque qu'on appelle néo-platonicienne. Et nous avons notamment Marcille Ficin, qui a été le premier traducteur de Platon. Platon a été un philosophe qui avait été un peu oublié, en fait, pendant quelques siècles. Il n'avait pas été traduit. Et donc, il y a toute une relecture de ce qui sont les anciens textes et une remise en question, une tentative de créer un lien entre ce qui était l'Antiquité gréco-latine avec ce qui est l'époque contemporaine. Or, Marcille Ficin, il essayait de faire il essayait de trouver un lien en fait entre l'époque gréco-romaine, la pensée gréco-romaine de Platon et l'époque contemporaine à travers l'amour. Et donc ici, vous avez Vénus. Vénus qui est représentée sous les traits de Simonetta Vespucci. Simonetta Vespucci qui était mariée, qui est une femme mariée, qui est une femme noble, mais qui était en même temps la maîtresse de Julien de Médicis, donc le frère de Laurent de Médicis. Donc c'est une femme idéalisée, comme c'était le cas de Laura pour Pétrarque, dans ce qui sont les poèmes de Pétrarque, ou comme c'était le cas de Béatrice et de Béatrice pour Dante, dans ce qui est cette vision de la femme idéalisée. Béatrice était mariée, Laura était mariée.
Pourtant, toute l'œuvre de Dante tourne autour de cette figure de l'amour. L'amour était conçu comme moyen terrestre d'arriver jusqu'à la divinité, à l'amour du divin. Donc, derrière cette Vénus, vous voyez, il y a un double qui s'est produit en fait et qui a une double perception philosophique liée à une interprétation néoplatonicienne de ce qui est la représentation de l'amour. Il y a aussi la question astrologique, comme je vous disais tout à l'heure, parce que Vénus, comme on l'a vu aussi dans les cas des faits rares, représente les printemps, l'arrivée du printemps. Donc, c'est aussi le cas de l'autre tableau célèbre que nous allons voir ici, qui fait pendant, qui est une suite, hein, en quelque sorte, de ce qui est la Vénus. Si on en revient, donc ici c'est les printemps avec plus ou moins les mêmes modèles. Si on en revient ici à ce qui étaient les premiers tableaux d'Ovide, donc ici, c'est la naissance de Vénus qui est rédigée par Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ, dans la Théogonie. Donc, dans la Théogonie, qui est aussi un traité qui cherche de retranscrire l'origine du monde à travers la mythologie, à travers les planètes. Donc, Hésiode raconte que Chronos, il va émasculer son père, Oranos, parce qu'en fait, son père, il avait eu des fils avec Gaïa, qui est la représentation de la terre, et il ne voulait pas les faire sortir de la maison, les garder enfermés. Donc, Chronos est le seul fils qui se rebelle et qui va couper ses testicules, il va jeter ses testicules dans la mer, et c'est à partir du moment où ces testicules vont tomber dans l'eau que va naître Vénus. On la voit naître d'un conquillage. Les commentaires autour de ces tableaux sont nombreux, autour notamment de sa pose. Elle a une pose en contraposte, donc les poids d'un côté et l'épaule mis de l'autre. Elle se couvre, donc elle cache sa nudité, elle est nue mais en même temps couverte. C'est un modèle que Botticelli reprend de la statuaire, notamment de ce qu'on appelle la Venus pudica, statue qui appartenait aussi à la collection de Médicis, qui était probablement une copie d'époque romaine d'une autre statue faite par des Grecs. Et donc, vous la voyez avec ses cheveux magnifiques qui cachent en quelque sorte sa nudité, qui la rendent un peu timide, avec à gauche, ici, c'est les zéphyrs, les vents, c'est les vents de l'ouest qui amènent le printemps, parce que c'est les vents qui chassent en quelque sorte l'hiver, et qui est en compagnie de Chloris, la femme qui l'a séduite et qui amène les fleurs, donc qui amène les printemps, tandis qu'à droite, on a Héra qui est une des filles, des Zéus, qui est une déesse du temps, une déesse du temps qui représente probablement justement les printemps et qui cherche à couvrir cette nudité et qui reste en tout cas dévoilée. Alors là, parmi les relations entre poésie et peinture, derrière ces tableaux, il paraît aussi qu'il existe une autre source, en dehors de la source néoplatonicienne liée à Marcille Ficin et donc à cette lecture entre l'amour, donc ces tableaux qui nous mènent en sorte d'élévation d'esprit par la beauté, qui donc nous mène de la terre, de l'amour charnel jusqu'au divin. Là aussi, il y a un nombre de poèmes qui circulent à l'époque qui sont très importants, dont notamment un exemple qui était très proche de Botticelli, parce qu'ils étaient tous les deux à Florence, ils étaient tous les deux très proches de Julien de Médicis, et qui apparemment a servi comme base, comme modèle, pour ce qui est les tableaux de Botticelli.
Ce sont les stances. C'est un poème qui a été dédié à Julien de Médicis des Ange Policien. Ange Policien, qui était un des grands humanistes de l'époque, qui enseignait à l'université à Florence, qui avait un impact considérable pour ce qui était la pensée humaniste et qui, justement, a, entre autres, parlé de Vénus, de la naissance de Vénus, dans ce qui est un des passages de son texte poétique dédié à Julien de Médicis, donc le frère de Laurent Médicis, qui était mort avant que Laurent devienne seigneur de Florence. On va lire ensemble. Dans la tempéstueuse Égée d'Alessandre de Tétis, on voit l'élément génital accueilli sous diverses rotations des planètes. Donc, vous voyez les planètes aussi qui reviennent, errer de par les ondes au milieu des blanches écumes. Et dedans, née d'actes charmants et joyeux, une jeune fille au visage non humain, poussée vers les rivages par des lascifs zéphyrs, avance sur une coque et les ciels semblent s'en réjouir. On dirait que l'écume est vraie, que la mer est vraie la conque, vrai les souffles de vent. On pourrait voir briller les yeux de la déesse, et les ciels et les éléments rire autour d'elle. Les heures en robe blanche foulaient les sables, les zéphyrs bouclaient leurs longs cheveux épars. Leur visage n'est ni les mêmes, ni pas les mêmes, comme il convient à des sœurs. On pourrait jurer que la déesse vient de sortir des ondes, en pressant de sa main droite sa chevelure, de l'autre recouvrant son tendre sein. Et sous l'empreinte du pied sacré divin, les sables se couvrent d'herbes et de fleurs, puis avec un visage joyeux et précieux, elle est accueillie par 3 nymphes qui l'enveloppent d'une robe semée d'étoiles. Alors, pour qui connaît bien l'œuvre de Botticelli, et pour qui a eu la chance d'aller voir récemment, il y a eu une très belle exposition au musée à Paris. Je crois que c'était dans le musée Jacques Marandré, dans le 16e. Il y a une particularité qui frappe aux yeux, c'est que les modèles de la Vénus et les modèles des Vierges de Botticelli sont toutes la même femme. C'est Simonetta Vespucci qui par ailleurs était morte, donc c'est une femme idéale, idéalisée. C'est une femme dont la beauté est à jamais renfermée dans son éternelle jeunesse, parce qu'elle, c'est de là aussi peut-être cette douce mélancolie qu'elle a, parce qu'en fait elle va jamais pouvoir continuer à avoir ce qui est son développement, même si c'est triste de vieillir, mais elle est renfermée dans une jeunesse éternelle, ce qui est magnifique et ce qui est tragique en même temps. Donc, vous voyez de là toute cette posture aussi et qui frappe énormément et aussi toute cette humanité. Il paraît, alors Botticelli est l'élève de Lippi, Filippino Lippi, qui était un orfèvre et un peintre aussi très célèbre et qui avait un atelier très important. Et Filippino Lippi, il est connu pour avoir été parmi les premiers, sinon pas les premiers, à avoir humanisé dans les tableaux les visages des Vierges Marie. Alors, il y a une anecdote par rapport à Lippi qui est liée à son histoire d'amour. En fait, Lippi était déjà à la base un religieux. Et pour ce qui était les tableaux de la Vierge Marie, il avait pris aussi une autre religieuse, donc il tombe follement amoureux. Et en fait, ils ont une histoire, donc une histoire interdite, qui avait fait énormément de scandales à Florence. Mais les résultats font justement ce visage des Vierges qui est humanisé, qui est incroyable, parce que vous voyez, il y a un côté vraiment qui n'est plus comme au Moyen Âge, et même si vous voyez déjà, et on passe de plus en plus aussi vers quelque chose, vers un terrain qu'on va voir dans les prochains tableaux, c'est le terrain des passions, qui est un autre sujet incroyable, exploité énormément à la Renaissance, à la fin de la Renaissance et aussi début du maniérisme, c'est justement comment représenter les passions sur les visages. Si vous vous rappelez ce qui était, je vais vous la montrer, par ailleurs, la Vierge à Schifanoia, c'était une Vierge magnifique, pardon, c'était pas la Vierge, mais c'était la Vénus, c'était une Vénus magnifique, on l'a ici.
vous la voyez, mais elle a aucune expression, elle est figée en quelque sorte. Et là, petit à petit, on va vers une humanisation, un adoucissement magnifique. Par rapport à ce que ça peut sur par rapport à ses cheveux, qui part comme ça. Il paraît qu'il y a une des sources, une autre source derrière ces tableaux de Botticelli, et vous voyez combien de lectures on peut avoir, en fait, combien de strates, combien de références poétiques, philosophiques, astrologiques et aussi intertextuelles et aussi entre les images. C'est impressionnant et on peut parler des heures et des heures. Donc, je m'arrête maintenant ici à ce qu'est cette citation savante de Léon Battiste Alberti. Léon Battiste Alberti, qui était un humaniste fondamental, à l'époque parce qu'il a été parmi aussi les théoriciens d'un certain nombre des traités comme les De Pictura autour de la peinture et aussi des res architectura autour de l'architecture. Et donc apparemment, sa chevelure est aussi inspirée de ce qui est un extrait de De Pictura où Alberti nous dit les mouvements des cheveux, des crinières, des branches, des feuillages et des étoffes s'y sont bien rendus par la peinture et chantent les regards. Je souhaite pour ma part que les cheveux exécutent les 7 mouvements que j'ai recensés, qu'ils ondulent jusqu'à s'énouer, qu'ils ondoient dans l'air en imitant les flammes, qu'ils se mêlent à d'autres mèches ou se hérissent en tous sens. Vous voyez, on a vraiment l'impression de lire un commentaire de l'œuvre de Botticelli. De même que les branches soient courbées et cambrées, tantôt s'arquant vers le haut, tantôt entraînées vers les bras, qu'ici elles émergent de la masse et là se replient vers les troncs ou encore se tordent telles des cordes, qu'il en aille de même pour les plis des tissus ainsi que les branches d'un arbre rayonnent à partir du tronc. Un pli fait naître d'autres plis, comme en se ramifiant, et dans ces plis, employons tous les genres de mouvements. Donc, vous voyez, c'est quand même incroyable cette manière de se rapprocher d'un modèle littéraire, d'un moment écrit, d'un modèle poétique. Donc, l'évolution de cette éloquence qui est un mot à la base de la rhétorique, qui est un mot poétique et qui devient un mot aussi fondamental de ce qui est la représentation picturale, dans ce qui est cette revendication de la peinture par rapport à la poésie, de dire oui, poète, les poètes font un travail de l'esprit, mais moi, peintre aussi, je fais un travail de l'esprit. Et non pas, j'ai beaucoup de niveaux différents. On les voit aussi dans ce qui est les corps éloquents, comme j'ai intitulé ces paragraphes, qui nous mènent toujours dans cette réflexion autour des liens entre la poésie et la peinture, et notamment de comment la peinture emploie les modèles poétiques. C'est justement de la représentation des passions à travers notamment la mythologie. Et donc, pour en revenir à Vénus, on avait vu que dans ce qui étaient les sources de Vénus, il y avait l'Ovide, les Métamorphoses d'Ovide, qui sont un texte incroyable, qui sont vraiment un texte incroyable. Et effectivement, ici, quand quelqu'un remarque, on est face au viol d'Europe. Donc, le viol d'Europe est un extrait, est un mythe qui est entre autres représenté chez Ovide. On va lire maintenant aussi les textes pour se rendre compte de ce qui se passe. Magnifique tableau. Alors là, on est en face au dernier Titien. Mais d'abord, je vais lire les textes. D'abord, je vais lire les textes et après, nous allons aussi analyser la peinture de Titien. Donc, on est au 2e livre. Tantôt, il joue et bondit sous les malles des prairies. Tantôt, il se couche sur un sable doré. Alors, pour résumer, et vite fait, avant de rentrer dans la description poétique, pour qui ne connaît pas les mythes, donc Europe est la femme ici cachée. Et effectivement, c'est elle qui a donné après les noms. C'est intéressant parce que c'est elle qui a donné les noms à notre continent européen, Europe, parce qu'elle a été enlevée. Vous voyez ici ce taureau. Ce taureau, en fait, c'est la
personnification des Zeus. Zeus qui avait un faible pour les femmes et qui s'est transformé en animal pour pouvoir les violer. Et donc, il s'est transformé ici en taureau pour enlever qui les refusait. Et, les frères vont la chercher partout dans le monde et donc il se perd un peu partout dans le monde et c'est comme ça que ce vaste territoire d'Europe, à travers ces personnages qui sont en train de la chercher, va naître et va donner le nom d'Europe. Pour ce qui est ici les textes d'Ovide, alors tantôt il joue et bondit sur les malles des prairies, tantôt il se couche sur un sable doré qui relève de son corps la blancheur éblouissante. Cependant, Europe, moins timide, porte sous sa poitrine une main douce et caressante. Elle part ses cornes de guirlandes de fleurs, ignorant que c'est un dieu, que c'est un amant qu'elle flatte. Elle ose enfin se placer sur son dos. Alors les dieux, s'éloignant doucement de la terre et se rapprochant des bords de la mer, bat d'un pied lent et trompeur la première onde du rivage, et bientôt fendant les flots azur, il emporte sa proie sur le vaste océan. Europe tremblante regarde le rivage qui fuit. Elle attache une main aux cornes du taureau, elle appuie l'autre sur son dos, et sa robe légère flotte, abandonnée à la laine des vents. Alors déjà, on peut commencer à remarquer des similitudes et aussi des différences, parce que vous voyez, les licences sont autant importantes que les points de rapprochement. Alors, on est effectivement au bord du rivage, comme les soulignent les textes. La représentation est une représentation, ça fait partie d'un cycle que Titien lui-même, dans ce qui était sa correspondance pour le roi Philippe II d'Espagne, à qui il était destiné les tableaux. Ces tableaux, donc il a parlé de poèmes. Il les appelait poèmes. Donc, vous voyez, le rapprochement est quand même formidable. Donc ici, nous avons, c'est les derniers Titiens qui faisaient une peinture plus libre, qui dévance en quelque sorte la modernité du 19e siècle, l'impressionnisme, parce qu'il y va avec des touches rapides, des couleurs, on a des bouts de non finito dans ce qui est cette perspective aérienne, donc on voit l'influence de Léonard dans ce qui est les paysages au fond et ce qui sont ces nuages un peu qui se perdent à l'horizon. C'est magnifique. Ensuite, on a la femme Europe qui se tient par les cornes, comme le décrit Ovide. Mais chez Ovide, on parlait de robe qu'elle tient de l'autre côté de l'autre main, sa robe frémissante. En plus, vous voyez les passions, les visages, elle cache un peu son visage. C'est incroyable, sa pose. C'est presque indécent, en fait, avec ses seins qui est caché et qui, en même temps, est complètement dévoilé. Et cette écharpe, en fait, qui fait partie de la licence, du point d'éloignement et qui va devenir un élément, vous la voyez ici, un élément de reprise fondamentale de ce qui vont être des reproductions successives et on va les voir ensemble. Donc, ces tableaux a été recopié entre autres par Rubens. Rubens qui va lui donner un côté un peu plus sage pour ce qui est la représentation. On a l'impression de voir un peu les traits du premier Titien en fait à l'œuvre. Un Titien plus sage qui revient plus aux normes, tandis que vous avez vu les coloristes chez l'autre Titien, c'est explosif, il déborde, mais qui reprend justement cette écharpe qui va s'envoler. Rubens, qui de même avait une passion, on peut dire comme ça, et qui avait fait un certain nombre de copies pendant son séjour italien de ce qui étaient des tableaux mythologiques par rapport aux métamorphoses d'Ovide. Donc il avait recopié Titien et il avait recopié aussi une autre œuvre qui malheureusement est perdue de Michel-Ange, qui est l'Eda et les signes. Donc l'Eda et les signes fait toujours partie des métamorphoses d'Ovide, cette série de récits qui voient les dieux se métamorphoser, justement changer, se transformer, et notamment Zeus qui était connu pour son infidélité et qui s'est transformé en animal. Donc vous voyez aussi l'effet
que s'agissant d'un animal et non pas d'un humain, on peut se permettre en quelque sorte la représentation. Il y a comme une licence que vient de fait, qu'on parle d'un sujet mythologique et non pas réel. Donc ici, on flore en quelque sorte l'indécence par la pose. Donc c'est une copie d'un tableau de Michel-Ange qui malheureusement est perdu, euh, avec ces signes qui est là dans les corps, et l'Eda et les signes qui est aussi en fait est un sujet mythologique qui traverse donc à base poétique, qui était d'abord travaillé par la poésie, puis traverse la représentation picturale. Ici, je vous montre quelques exemples, mais sachez que jusqu'au XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, en fait, encore, les dats et les signes représentent un répertoire pictural très important. Vous pouvez voir, par exemple, Dali, Sitombli, ou encore une magnifique photo de Francesca Woodman qui reprend le thème des Leda et les signes. Mais aujourd'hui, je m'arrête par contre à ce qui est déjà cette époque qui est assez chargée, donc je ne vais pas arriver jusqu'à l'époque contemporaine, pour vous montrer ce qui sont justement cette iconosphère. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé, iconosphère, ce transfert, cette migration d'images dans ce qui est l'Europe occidentale de la Renaissance, comment les thèmes en fait sont repris à partir de la poésie jusqu'à la peinture, et puis de la peinture d'un artiste à l'autre, comment chacun puise à ces réservoirs des lieux communs, on les appelait des topoi, le topos, c'est le mot latin pour appeler les lieux communs, comment chacun puise dans ces lieux communs pour ensuite les retravailler à sa manière. Donc, on a ici sur la gauche une étude pour un Léda genouillé au signe de Léonard. Là aussi, apparemment, il était en train de faire un tableau qui est resté inachevé, qui nous est jamais arrivé, dont on n'a que les dessins préparatoires. Vous savez que Léonard était connu pour, malheureusement, ne pas terminer, avoir une difficulté à terminer ces œuvres d'art. Et donc, il nous reste un dessin et puis un tableau que je vous montrerai tout à l'heure de son école, de son atelier. Puis ici, vous avez l'étude de Michel-Ange pour la tête. Et ici, vous avez en revanche la statue qui est la référence, en fait, qui est parmi les modèles de l'Antiquité. Donc, c'est une statue romaine qui était conservée à Venise, qui est conservée aujourd'hui à Venise, et qui nous montre les mythes déjà représentés. Et les tableaux de Michel-Ange qui aujourd'hui ne nous est parvenu, dont aujourd'hui nous ne savons pas où est-ce qu'il est passé, a eu quand même une fortune considérable. Vous avez par exemple une copie autre que celle de Rubens, que je vous ai déjà montré. Vous avez une copie attribuée à Rosso Fiorentino, peintre connu en Toscane et qui ensuite a terminé ses jours à la cour de François Ier à Fontainebleau. Donc magnifique reprise. Et là, c'est assez intéressant de voir comment l'humanité poétique que Michel-Ange et que Rubens avait donnée à la femme, ici en revanche, est atténuée par une impression plus statuaire. Plus plastique, on est en plein maniérisme, cette forme, les bras, et justement qui rappelle beaucoup aussi la statue que vous avez à côté. Là, c'est Bartolomeo Manati, qui était très connu à Florence, aussi un proche de Médicis, et qui nous montre une copie, une reprise de Michel-Ange par l'art de la statuaire. Donc, les dailles, les signes, qui a eu un impact incroyable sur ce qu'est l'imaginaire des peintres. Ici, c'est Jacopo Pontormo, aussi Florence, qui en revanche la représente debout, en fait, avec les fils, en fait, qu'ensuite elle va engendrer, parce qu'apparemment, après, elle va déposer 2 œufs avec 4 enfants que vous avez à droite et à gauche. Et en fait, Pontormo, qui de même s'inspire de Léonard, d'un tableau qui ne nous est pas parvenu, comme celui de Michel-Ange, et qui représente l'Eda à début. Donc ici, vous la voyez à droite avec de même les 4 enfants qui sortent des 2 œufs. Et ici, c'est les dessins préparatoires, justement, des Raphaël,
qui reprend aussi les Léonard qui, en revanche, dont en revanche, nous n'avons pas l'original. Et encore dans cette succession, un magnifique exemple de courage. Et là, on peut vraiment voir la charge narrative à l'œuvre, dans la mesure où, comme vous voyez, il y a plusieurs niveaux de complexité des représentations. Alors ici, il y a une véritable narration qui s'est mise en place. C'est une véritable narration et ça suffit de voir en fait les parcours des figures. On peut commencer la lecture à gauche. À gauche, nous avons, vous voyez, les dieux de l'amour qui sont en train de jouer la lyre avec les doués amorini qui sont en train avec la flèche. Donc, c'est les côtés de tomber amoureux. Puis, vous avez ici les dats et les cygnes. Alors, apparemment, ce tableau a été restauré par un restaurateur un peu conservateur, moralisant. Donc, il y a eu une restauration moralisante du tableau. Il semble que la première version est un peu plus osée. Elle est un peu plus extase, tandis qu'ici, elle est un peu plus timide, mais elle a toujours ces signes qui traversent son corps. Et donc, ça, c'est la succession. À droite, vous avez les débuts avec les dés et les signes qui cherchent à représenter, à chasser les signes. Alors, les signes représentent Zeus. C'est Zeus qui s'est changé en cygne, comme tout à l'heure, en taureau. Maintenant, il est devenu cygne pour séduire les dés. Et à la fin, vous voyez ici, en revanche, c'est la fin de la narration avec les dés qui est en train de se rhabiller et les signes, donc Zeus qui est en train de s'enfuir vu que l'acte sexuel a eu lieu. Donc, vous voyez les degrés, en fait, la superposition de la narration qui passe ici de côté amoureux, ici, elle cherche à chasser, ici, c'est l'acte sexuel qui est en train d'avoir lieu, et ici, c'est une fois que Zeus s'en va. Il y a le dernier exemple que je vais vous montrer qui est Paolo Veronese, qui est probablement l'aboutissement le plus érotique des les signes et les plus intimes, où la particularité de cette représentation est le décor. Et le décor qui va nous intéresser, parce que nous avons à nouveau Leda avec les signes, donc les signes qui est Zeus, mais un changement drastique de décor, parce que si toutes les autres représentations ont été dans un décor naturel, lui reprend ce qui apparemment était l'exemple des premiers de Michel-Ange, avec un décor intime, une chambre, un rideau. Les rideaux dans l'histoire de l'art ont été amplement étudiés, en représentation souvent d'intérieur aussi érotique, intime. Et donc, il porte en quelque sorte à ce qui est une montée en puissance de mythe de Leda et les signes. Vous voyez comment cette toile qui se tisse en quelque sorte avec les références de mythes de Leda et les signes a plein de renvois entre les textes littéraires et la peinture. Et j'en viens maintenant petit à petit à la fin de ma conférence avec le dernier exemple, qui est peut-être l'exemple le plus important de ce qui est cette méta-représentation, pardon pour les mots un peu compliqués, pour ce qui est cette méta-représentation entre texte littéraire et renvoi pictural, et c'est Diego Velázquez. Diego Velázquez, qui est le peintre de l'énigme par excellence. Il y a une magnifique interview de Dali qui dit Las Meninas, peinture célèbre de Velázquez, n'a jamais été compris et encore moins ces tableaux. Donc ce tableau est appelé Les Fileuses. Pourquoi je m'arrête sur ces tableaux? Parce que vous allez voir, ces tableaux résument un peu tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Alors, à l'apparence, on est face à des fileuses, donc des femmes qui sont en train de tisser. Mais rappelez-vous, quand nous avons commencé la conférence, d'un côté, on avait Vulcan, qui était l'artiste, et de l'autre côté, on avait Pallas, qui était la déesse avec les fileuses, justement. Il y avait des femmes qui étaient en train de filer des fils sur un des panneaux de
palais des Schifanoia. Donc ici, nous sommes face à un énigme en double représentation, ce qui est un peu les côtés énigmatiques de Velázquez qui s'amènent souvent avec la relation entre premier et deuxième plan. Alors c'est un tableau qui a énormément interrogé les historiens de l'art parce que bien qu'au tout début, dans les inventaires, il y avait écrit ce qui était la signification du tableau dans les titres, en fait, les inventaires a été perdus et depuis, les historiens de l'art se sont interrogés sur le sens de ces tableaux. Et en fait, pendant très longtemps, on a pensé que c'était un tableau social et pas du tout mythologique. Et j'aime bien les interprétations à côté, mais on va y arriver. Donc, je veux garder un peu de mystère parce que c'est vraiment une aventure, ces tableaux, sur ce qu'est l'interprétation. Donc, au tout début, on pensait que c'était là, on a un tableau qui représentait un peu réaliste, qui représentait ce qui était la cour d'Espagne, et notamment des fileuses. Donc, la première partie du tableau, c'est là, donc les devants du tableau, on a l'impression que ce sont des femmes un peu de bas rang, donc de basse société, et tandis qu'ici, on a l'impression que ce sont des femmes de la haute société. Donc, on a pensé que c'était un tableau qui reflétait un atelier espagnol. Et puis, en fait, petit à petit, on a retrouvé aussi à travers Aby Warburg, qui était un des premiers à s'interroger sur les tableaux, qui envoyait même un de ses élèves à regarder les tableaux directement en Espagne, parce que lui, il avait une reproduction photographique en noir et blanc où on n'arrivait pas à voir ici ce qu'il y avait derrière. Et en fait, il arrivait à comprendre que c'était non pas un tableau qui représentait tel quel un atelier, mais que ça représentait une allégorie de tissage. Et c'est là qu'on a retrouvé aussi ensuite un inventaire qui nous disait que ces toiles représentaient les mythes d'Arachné. Les mythes d'Arachné, alors ça aussi, on est à nouveau avec Ovide, les métamorphoses. Et pas seulement, en fait, ça représente Arachné, mais ça représente la Arachné, donc c'est une femme qui a voulu défier une déesse, Pallas, avec son art de tissage et dire qu'elle était plus forte que la déesse. Et en fait, la déesse s'est fâchée, irritée par les manques d'humilité d'une mortelle. Elle a transformé cette femme en araignée qui est donc condamnée à tisser une toile à vie. Ça, c'est les mythes. On la retrouve au 6e livre des Métamorphoses. Et regardez qu'est-ce qu'elle peint, Arachné. Et c'est pourquoi j'ai mis à la fin de cette conférence cette toile. Arachné peint sur sa toile Europe enlevée par Jupiter. Donc on en revient à ce qui sont toute cette série d'enlèvements. Arachné peint sur sa toile Europe enlevée par Jupiter. L'œil croit voir un taureau vivant, une mer véritable. La fille d'Agénor semble regarder les rivages qui fuient. Elle semble appeler ses compagnes et craint de toucher d'un pied timide les flots qui blanchissent, grondent et rejaillissent à ses côtés. Elle peint Astérie résistant mais en vain à l'aigle qui cache Jupiter. Les dents qui, sous l'aile d'un cygne, reposent dans les bras de ses dieux. En fait, qu'est-ce qu'elle fait, Arachné? Arachné, dans ce qui est cette compétition avec Pallas, elle est en train de tisser tous les épisodes qu'elle trouve redoutables des dieux, leur colère. Donc, elle est en train de peindre les dieux avec tous leurs vices en disant ces dieux sont épouvantables. Et c'est ça qui fait aussi devenir folle Pallas, qui dit mais comment elle peut se permettre de nous défier, nous, les dieux, dans nos défauts? Elle est seulement une mortelle. Donc, si vous vous rappelez, Europe, on en était au 2e livre. Donc ici, nous sommes dans une reprise du mythe d'Europe, mais non plus dans les récits tels quels, donc Titien qui reprend le 12e livre des Métamorphoses, mais nous sommes en revanche dans un cadre, le cadre d'Arachné,
et dans une description picturale, dans ce qu'on avait appelé une ekphrasis. Parce qu'Ovide est en train de nous décrire, non plus de nous raconter les mythes d'Europe enlevés par Jupiter, mais de nous décrire en tapisserie. Donc on en revient à ce qui était l'ekphrasis. Et si on regarde bien ici la toile, donc on a un premier plan avec cette femme ici à gauche. Nous ne savons pas l'identité de cette femme, mais elle semble ouvrir, en quelque sorte comme on ouvre les rideaux au théâtre. Vous voyez, elle démarre la narration en ouvrant les rideaux. Elle ouvre les rideaux, elle démarre la narration parce que d'un côté, elle tient sur la gauche les rideaux et de l'autre côté, à droite, on a cette fileuse. Elle aussi, elle est en train de parler. Vous voyez les corps. D'un côté, elle est en train de parler avec cette femme et de l'autre côté, son corps nous mène ici avec ce qui est parmi un des détails qui a le plus enthousiasmé les passionnés d'histoire de l'art, c'est cette roue en fait, qui, on a vraiment l'impression de voir les filets courir et qui devient transparent. Et vous voyez ici une autre femme avec des fils. Elle tient des fils à la main. Mais la particularité, c'est que vous voyez ici la tête. Cette tête nous renvoie à cette tête-là, à ces chignons-là. Et donc, nous renvoie en quelque sorte, il y a un lien qui se tisse avec ce qui est cette représentation ici derrière. Et en fait, si on regarde bien, il y a ici une écharpe rouge. En fait, Velázquez est en train de jouer avec la citation de Titien. Est en train de jouer avec la citation de Titien. Et vous voyez ici les anges. Donc, regardez, vous avez ici l'écharpe, ici les anges. Et donc, il y a en fait non pas deux niveaux de peinture, mais il y en a trois. Il y a ce premier niveau avec les fileuses. C'est encore énigmatique parce que vous voyez, ça, c'est un entrelacement qui s'est fait avec les fils, avec ce premier niveau du récit. Ce deuxième niveau, qui est probablement le niveau de la compétition entre Pallas et avec Arachné, qui sont en train de faire, de tisser leur toile. Et ici, ce qui est les cadres, en fait, c'est les cadres du tissu, avec notamment, comme on a lu, Arachné peint sur sa toile Europe enlevée par Jupiter. Donc, Velázquez qui reprend Ovide d'un côté, mais qui reprend il reprend les anges avec l'écharpe des Titien. Donc, Velázquez qui connaissait certainement les chefs-d'œuvre de Titien parce qu'il avait voyagé en Italie et aussi parce que les tableaux de Titien étaient destinés à Philippe II d'Espagne. Un lien probable nous vient aussi de Rubens, qu'on avait déjà vu tout à l'heure avec une copie, avec plusieurs copies en fait, des chefs-d'œuvre italiens, et où ici, il nous représente la punition d'Arachné. Et dans cette punition d'Arachné, vous avez ici ce qui est les taureaux avec Europe assise en train d'être enlevée. Donc, vous voyez la complexité de nombre des citations. Mais la question qu'on peut soulever, c'est quel est le lien, vu qu'on est d'un côté au deuxième livre des Métamorphoses. Donc, le deuxième livre des Métamorphoses nous montre les tableaux de Titien. Et de l'autre côté, on est au sixième livre des Métamorphoses qui nous montre en revanche la description du tableau par Ovide. Et alors, parmi les clés possibles, existe un livre qui est en fait les transformations de Ludovico Dolce, qui est un humaniste très célèbre en Italie, qui fait une réécriture en fait de ce qui sont les métamorphoses à savoir les transformations des dieux d'Ovide. Et donc, parmi une des possibilités, c'est que derrière
cette méta-représentation de fil, de tissage en fait entre la peinture et la poétique d'Ovide, il y a justement ces livres qui étaient présents dans la bibliothèque de Velázquez où l'auteur a fait confluer les 12e livres avec les 6e livres au 4e livre qui parle justement, il y a un encadrement, il y a des fileuses qui sont en train de tisser, qui en même temps sont en train de parler et qui sont en train de raconter des histoires. Donc c'est vraiment un peu un cadre de la narration et qui raconte les histoires de Dieu. Raconte les histoires de Dieu. Or, dans l'original Ovide, au 4e livre, il y a les fileuses, mais il n'y a pas l'exemple d'Europe enlevée. L'exemple d'Europe enlevée est seulement au 2e et au 6e. Tandis qu'ici, Ludovico Dolce les met ensemble. Donc, derrière ces fileuses des Velázquez, probablement, il y a entre autres cette référence de Ludovico Dolce et bien évidemment, comme nous avons vu, Titien par l'intermédiation aussi des Rubens, par l'intermédiation aussi des Métamorphoses. L'énigme est vraiment très, très vaste. Donc, vous voyez, j'en arrive maintenant à la fin de cette conférence où nous pouvons nous poser la question, la peinture pour ou contre la poésie, à quel point la peinture a voulu rivaliser avec la poésie, a voulu imiter la poésie, a voulu dépasser la poésie. Pendant les 15e et les 16e siècles, les humanistes ont commencé à écrire beaucoup de traités littéraires, rhétoriques, des peintures. C'était vraiment l'époque des traités. Parmi les traités qu'on peut citer, il y a les De Pictura de Alberti, et dans lesquels Alberti conseille aux peintres de s'inspirer des poètes pour ce qui est la composition de leur histoire. Encore au XVIe siècle, on retrouve Agnolo Segni, autre rhéteur et écrivain des traités très importants, ou de même conseil à la peinture et à la sculpture, à l'architecture, de fonder leur composition, la lecture et les projets iconographiques de leurs tableaux sur la peinture. Justement parce que la poésie était un médium, aujourd'hui on l'appellerait un médium, plus élevé. Mais il y en a qui se révoltent. Il y en a qui se révoltent, et parmi les plus célèbres, il y a Léonard da Vinci qui se révolte. Il y a Léonard da Vinci qui se révolte parce que lui a été le premier à dire, dans ce qui était cette question, la pittura è cosa mentale. La pittura, la peinture est une chose mentale. Alors là aussi, on en revient justement à la question de Léonard. C'est très vaste, je ne vais pas m'arrêter ici sur tous les débats qui ont amené Léonard à vouloir, en quelque sorte, diminuer la poésie par rapport à la peinture, à ce qui sont ses origines plus modestes par rapport aux humanistes, à ce qui a été son background, où il a essayé en quelque part de rattraper sa culture tout en lisant et en apprenant tout seul le latin, car il n'avait pas eu une éducation humaniste. Mais il a fait partie de ces hommes qui a vraiment essayé de rehausser la peinture, non seulement au niveau de la peinture et de la poésie comme faisaient les autres, mais encore plus haut. Et alors on lit un extrait. Mais si le poète emprunte l'aide des autres disciplines, il peut se présenter à la fois comme les marchands porteurs de divers produits inventés par d'autres. Il agit ainsi quand il emprunte les sciences d'autrui, par exemple de l'orateur ou de philosophe, astronome, cosmographe, qui sont toutes sciences entièrement distinctes de la poésie. Il est donc comme un coutier qui rassemble plusieurs personnes pour conclure un marché. Si tu veux définir la fonction propre du poète, tu trouveras qu'il n'est autre chose qu'un ramasseur de biens volés à diverses disciplines dont il fait un composé menteur. Ou si tu veux l'exprimer
plus civilement un composé fictif. Donc vous voyez, pour en arriver à la fin, nous avons ceux qui sont pour, comme Alberti tout à l'heure, mais aussi ceux qui nous disent non, il faut séparer. Il faut séparer les matières. On ne peut pas être dans cet foisonnement, on ne peut pas être dans ce dialogue. On ne peut pas être, parce qu'on perd, parce que la peinture peut dire bien plus toute Je vous seule. remercie tous une La nouvelle peinture fois n'a de nous pas avoir besoin suivis. Je vous d'autre remercie chose encore une fois, Tatiana, qu'elle-même. Elle n'a pas évidemment, besoin pour d'une votre entraîne, intervention. de Je quelque vous chose qui souhaite la à tous une tient, excellente soirée. Je vais donc comme la maintenant poésie pour terminer avoir cet de la événement. dignité. Et je vous La dis à très peinture a bientôt de la sur Conférencia dignité toute avec court Tatiana. en tant que Merci, au médium. revoir. Elle n'a pas besoin d'autre chose. Et alors, pour continuer dans ce qui est ce débat théorique qu'il nous livre dans ses cahiers, vous savez, Léonard a énormément écrit. Donc, quand les poètes renoncent à figurer au moyen des mots, ce qui existe dans la nature, il n'est plus légal de peindre. Donc, vous voyez, les poètes, ils ne peuvent pas représenter parce que la vue, Léonard sait très bien ce qu'il dit, il connaît très bien ses références, il sait très bien que derrière, il y a déjà Aristote aussi qui disait que la vue et l'œil sont la chose la plus importante. Quand les poètes renoncent à figurer au moyen des mots, ce qui existe dans la nature, il n'est plus légal de peindre, car si, abandonnant ces descriptions et reproduit les paroles fleuries et persuasives de celui qu'il veut faire discourir, il deviendra orateur et non plus poète ou peintre. Et s'il parle de cieux, il devient astrologue et philosophe ou théologien en dissertant des choses de la nature ou des dieux. Mais qu'il retourne à la description d'un objet, il serait le mule de peintre. Donc, vous voyez, il serait le mule de peintre. C'est les poètes qui ont un mule de peintre et pas vice-versa. L'imagination, je passe je reprends d'ici. L'imagination ne voit pas aussi parfaitement que l'œil reçoit les images ou ressemblances des objets et leur donne accès à la sensibilité d'où elles vont au sens commun qui les juge. Mais la représentation imaginée ne peut sortir du sens commun si ce n'est pour être confiée à la mémoire. Et là, elle s'arrête et meurt si la chose imaginée n'est pas de grande qualité. C'est la situation où se trouve la poésie dans l'esprit ou l'imagination de poètes qui inventent les mêmes choses que les peintres et croient par là s'égaler aux peintres. Mais en réalité, il en est très loin, comme nous venons de le montrer. Nous dirons donc que dans les domaines des fictions, il y a entre peinture et poésie la même différence qu'entre encore et l'ombre dérivée. Donc, vous voyez, ça c'est une idée platonicienne. C'est Platon dans la République qui nous dit cette métaphore de la grotte, où les idées justement sont une copie de la copie. Donc l'art ne dit jamais les vrais parce qu'il y a une double barrière pour arriver à la vérité. Donc il y a entre peinture et poésie la même différence qu'entre un corps et l'ombre dérivée, ou même plus grande, car l'ombre de ces corps passe au moins par la vue pour accéder au sens commun, alors que sa forme imaginée ne passe nullement par elle, mais se produit dans l'œil intérieur. L'œil intérieur, quelle différence entre l'effet d'imaginer aux lumières dans l'œil intérieur et la vision effective en dehors des ténèbres. Donc l'œil antérieur, ce qui est par ailleurs aussi une citation d'Alberti, se réfère à Alberti qui dit que la peinture est une fenêtre intérieure sur le monde. Donc à travers cet œil intérieur, on ouvre une fenêtre sur les mondes. Donc vous voyez ces débats entre peinture et poésie qu'on voit représenter de tous les côtés à travers l'Ut Pictura Poesis, qui fait dire aux théoriciens, aux peintres, faites des peintures à partir de la poésie, où on voit une élaboration de ce qui sont les textes poétiques, notamment Ovide, mais pas que par la peinture. On voit les muses, par exemple ici, vous voyez, ce sont les allégories, peinture, musique et poésie. Il y a toute une série de tableaux, en fait, qui sont faits, notamment entre le XVIe et le XVIIe siècle. Vous pouvez en voir ici quelques exemples. Ici, vous avez peinture et littérature. Et ici, vous avez allégorie de la sculpture, peinture et architecture. Vous voyez comment ce discours est complexe.
entre ce qui est la compétition, la paragone, et la paragone est justement cette compétition entre les arts, ce qui est le foisonnement entre les arts, et aussi ce qui est cette impossibilité du dialogue, parce que chaque discipline est à part. Chaque discipline a sa spécialité. Chaque discipline a sa spécificité. Et c'est en fait à ça qu'aboutit un des traités qui a été les plus tranchants sur la question des relations entre la poésie et la peinture, c'est d'où Lacan de Lessing. Lessing qui est un théoricien allemand, un contemporain de Kant, qui a beaucoup lu la critique du jugement et qui justement aboutit de manière très tranchée sur ce qui sont aussi les limites telles elle nous les avait déjà expliquées Léonard. C'est si donc la peinture est forcée de renoncer au temps parce que les signes et moyens d'imitation qu'elle emploie ne se combinent que dans l'espace, il est clair que les actions progressives ne peuvent, comme telles, lui fournir de sujet et qu'elle doit se contenter de peindre les actions coexistantes ou les simples corps qui, leur position respective et particulière, peuvent faire soupçonner une action. Donc en fait, il nous dit que c'est impossible d'avoir une relation entre poésie et peinture parce que les concepts ne sont pas les mêmes. La figuration est immédiate, la narration est fragmentée et simultanée, la narration est temporelle. Donc, c'est impossible d'avoir une corrélation, un foisonnement, un dialogue entre poésie et peinture. Et à la même conclusion, quelques années plus tard, aboutit aussi Germaine de Staël, Corinne ou l'Italie, qui nous dit, elle, Corinne, et je vous lis la citation, était convaincue que l'empiètement d'un art sur un autre leur nuisait mutuellement. La sculpture perd les avantages qui lui sont particuliers, car elle aspire au groupe de la peinture quand elle veut atteindre l'expression dramatique. Les arts sont bornés dans leurs moyens, quoique sans borne dans leur effet. Donc, je m'arrête à cette citation et à cette confrontation entre poésie et peinture. Nous sommes partis du paradigme de lut pictura poesis et cette compétition entre les peintres, les créateurs, l'artisan, Vulcan, l'officina di Vulcano, et la peinture, la mythologie, les inspirations gréco-romaines, les traités d'astrologie et d'astronomie, pour en arriver aussi à une conclusion qui est une conclusion bien évidemment ouverte sur la possibilité ou l'impossibilité, les pour et les contre, les points de vue qui divergent ou convergent, les frontières qui s'ouvrent et qui se ferment dans ce qui est l'effet artistique et littéraire et dans ce qui est aussi bien évidemment la spécificité de chaque discipline. Donc ici, je vous laisse aussi une petite bibliographie à l'appui pour ceux qui ont envie d'approfondir avec d'abord un livre de Yves Bonfoy, un poète, mais aussi un théoricien de l'art qui a beaucoup écrit et travaillé sur les questions de la poésie et de la peinture, puis un des livres fondateurs sur la discipline écrit par Lee sur l'humanisme et la théorie de la peinture par rapport à la poésie. Et pour terminer, une des questions qui nous a intéressé, mais pas que, l'influence des Ovides et notamment des métamorphoses sur la peinture, influence qui perdure. Il y a par exemple une magnifique édition des Métamorphoses qui a été dessinée par Picasso, mais pas que. Donc c'est un texte effectivement formidable du point de vue de l'imaginaire qui a traversé la création artistique et qui encore aujourd'hui n'en finit pas de donner des idées et des possibilités de représentation, mais aussi des reprises dans ce qui est cette vaste toile qu'on tisse en quelque sorte, comme la métaphore de Velázquez nous l'a bien montré, entre les textes, l'hypertexte, parce qu'il y a plusieurs textes qui vont confluer dans les mêmes réservoirs, et cette sphère d'images et tous ces dialogues, en fait, qui se créent entre peintres et poètes en Europe pendant la Renaissance.
Donc Philippe Vesco, effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment dommage, qu'aujourd'hui la poésie, en fait, les rôles se sont renversés. Si à la Renaissance, c'était la poésie, qui donnait l'appui, les statues à la peinture, aujourd'hui, c'est l'art, surtout l'art contemporain, qui a la cote, on va dire comme ça. Donc ce sont les artistes qui sont les mieux payés, tandis que les poètes, désormais, n'ont plus du tout, des visibilités. Nous sommes passés dans une époque, dans le royaume des images, et nous avons perdu le pouvoir des mots. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quel est l'éditeur du livre Les Métamorphoses illustrées par des peintures baroques? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Et par ailleurs, je pense que les livres n'est pas disponible à la vente, mais vous pouvez les trouver certainement, certainement en bibliothèque, parce que j'avais essayé de l'acheter et il était plus disponible. Alors, à quel moment de l'histoire les peintres se sont affranchis des poètes en représentant des scènes de la vie? Alors, on parle beaucoup de réalisme. On commence à parler de réalisme déjà au XVIIe siècle, mais c'est un réalisme allégoralisant, on va dire comme ça. On est dans une époque de contre-réforme et vous savez, dans le Nord, on avait interdit la représentation des figures religieuses et donc on commence à représenter la vie. C'est le cas par exemple de Vermeer. Le Vermeer qui va peindre des scènes d'intérieur parce qu'on ne peut plus avoir des commandes pour des scènes religieuses. Mais on ne peut pas encore parler d'une représentation sociologique telle qu'on peut l'avoir au 19e siècle. Donc après, il faut attendre vraiment le 19e siècle pour avoir une sorte d'indépendance, si comme ça on peut dire. Puis, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis en train d'essayer de récupérer dans les... Alors, existe-t-il d'autres lieux, salles avec des types de peinture sur 3 niveaux de peinture? Alors, pas forcément des 3 niveaux de peinture, mais nous avons des salles avec effectivement plusieurs niveaux. C'est le cas, par exemple, si vous allez à Ferrare, je vous conseille aussi d'aller à Mantoue. Parce qu'à Mantoue, vous avez aussi le Palazzo del Tè, qui était aussi lié à la famille d'Este, mais pas que, hein, c'était surtout les Gonzague qui l'avaient commissionné. Et, ou de même, vous avez un projet iconographique, une représentation narrativisée des épisodes mythologiques. Mais c'est vrai que ce type de peinture avec 3 niveaux est assez singulière par rapport à, assez spécifique de Ferrare. Alors, comment explique-t-on que ces femmes cèdent des animaux, même si sans Zeus? Alors, c'est tous les grands débats. C'est vrai que c'est une question aujourd'hui un peu compliquée dans la mesure où nous sommes dans un moment historique très féministe, des revendications féministes. Donc, bien évidemment, tout ce qui sont ces histoires mythologiques et ces représentations de femmes violées par Zeus ne font pas très plaisir à la pensée contemporaine. Mais en fait, on avait l'habitude de représenter les dieux dans leurs défauts, dans leurs vices, pas que dans leur moment meilleur, on va dire comme ça. Parce que c'est une manière de dire, on pense parmi les interprétations, c'est une manière de dire aux humains qu'il ne fallait pas défier les dieux, parce que les dieux étaient très vengeurs, très colériques et pouvaient se venger sur eux. C'est le cas justement de Pallas qui se venge sur Athènes. Donc on a effectivement, les dieux sont très proches en quelque sorte des hommes et du bon et du mauvais côté. C'est ce qu'on appelle la hybris, Hybris. C'est un mot latin qui justement incarne cette philosophie, cette manière de dire ne défiez pas les dieux, ils peuvent se venger contre vous. D'un côté. De l'autre côté,
les métamorphoses ne sont rien d'autre qu'une volonté de trouver des figures humaines et animales, du monde animal, pour incarner, pour donner un visage et une histoire à ce qu'est la création du monde, à ce qu'est la création des planètes, à ce qu'est la genèse en quelque sorte du monde. Donc de là aussi cette volonté d'accouplement, en fait. L'origine, la création du monde n'a pas été qu'amoureuse, elle a été aussi violente. Elle a engendré aussi des viols. Donc de là aussi cette manière de céder de la part des femmes, même si c'était effectivement Zeus. Elle cédait pas forcément de manière très volontaire, par ailleurs, donc dans les récits. Alors, quelles sont les offres principales de l'époque qui ont bénéficié de cette concurrence avec les poètes? Alors, énormément, parce que jusqu'au 19e siècle, les œuvres historiques, mythologiques étaient les plus importantes, étaient considérées les plus importantes, tandis que les paysages étaient secondaires et donc moins chers et aussi plus petits, de plus petits formats. Donc, si vous voulez, la plupart à la Renaissance, vous avez surtout d'un côté des représentations religieuses, la Vierge Marie et ce qui sont les représentations de la Bible. Et puis, il y a tous ces développements mythologiques d'un côté des seigneurs savants qui avaient envie d'avoir encore plus d'images. Alors, petit détail, pour ceux qui sont les femmes nues, la Vénus. La Vénus était aussi une image de la fécondité. Souvent, ces tableaux étaient aussi des commandes de mariage. On pensait que la femme devenait plus... on pensait qu'elle pouvait tomber enceinte plus facilement si dans la chambre, il y avait une représentation de la fécondité. C'était là aussi cette liaison avec les signes zodiacales, les printemps, la fécondité et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'était des images qui avaient un sens, qui étaient parlantes, qui n'étaient pas seulement décoratives, en quelque sorte, qui étaient de bon augure pour ce qui était les nouveaux couples, les nouveaux mariages. Alors, et aujourd'hui, quel lien entre poésie et peinture moderne? Alors là, il faudrait faire tout un cours sur ça, en fait. Il y en a toujours beaucoup. Et par ailleurs, l'année dernière, j'ai fait un cours avec mes auditeurs de Beyrouth sur la question, avec notamment un livre qui était, alors pour l'époque contemporaine, bon, il y a Yves Bonfoy, qui est un excellent exemple. Et donc voilà, il y en a encore vraiment beaucoup. Il fallait vraiment s'arrêter très longuement sur la question. Je vous renvoie pour l'instant qu'à Yves Bonfoy, qui est probablement parmi les poètes qui les plus à travailler sur la question et du point de vue de la poésie dans sa pratique poétique et de point de vue théorique. Alors, d'autres questions? Bonsoir Paulina, bonsoir à tous. Bonsoir Julie. Merci beaucoup pour votre conférence. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à me dire si j'en ai loupé une, mais je pense que nous avons tout traité. Merci beaucoup de nous avoir permis d'approfondir nos connaissances ce soir en votre compagnie. En tout cas, tous les auditeurs vous remercier pour cette conférence. Je pense que vous n'avez pas eu le temps peut-être de regarder tous les messages qu'on vous transférera demain par email, évidemment. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation et à très bientôt. Eh bien, merci à vous, Paulina. C'était un plaisir de vous avoir pour cette première conférence ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à très bientôt pour de nouvelles conférences sur Conférencia. Au revoir, Paulina. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne soirée.